Bonjour à tous, aujourd'hui je suis aux assises de l'économie circulaire à Caen et je vais rencontrer Alain Lecor, dirigeant de la Grignoterie, une entreprise dans le secteur alimentaire. Il va nous parler de son expérience en matière de transformation de son modèle économique de l'entreprise. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Alain. Bonjour Angélique. Merci de m'accueillir ici à Caen. Nous sommes aux assises de l'économie circulaire et on a la chance que tu nous consacres du temps pour la chaîne Agir pour changer le monde, qui est la chaîne qui parle des acteurs, entreprises et collectivités qui changent, qui transforment leur modèle économique. Donc merci de nous accueillir. Je continue mon tour de France avec cette fois-ci donc la région de la Normandie et je commence les interviews donc, avec toi pour ce mois-ci. L'interview portera sur ton expérience en tant que chef d'entreprise parce que tu es gérant de la Grignoterie. Donc tu vas nous parler de ton expérience, ce que tu as pu vivre en tant que chef d'entreprise dans la transformation de nouveaux modèles. Avant de commencer cette interview, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, qui est Alain Lecor. Déjà, merci de me permettre de présenter un petit peu ce que je fais et ce qui me tient à cœur. Pour me présenter, donc, je m'appelle Alain Lecor, j'ai 46 ans, j'ai deux garçons, Louis et Thomas, et une compagne, Éléonore, avec son fils Martin. Ça, c'est assez important, même dans l'histoire, c'est des choses qui reviendront. Je dirige 3 entreprises. Donc j'ai la Grignoterie qui est vraiment le berceau de tout ce que j'ai pu mettre en place pour, comme le dit ta chaîne, changer le monde. Enfin, en tout cas, essayer de faire ce que je pouvais à mon niveau. Et puis j'ai aussi un magasin d'optique parce que je suis opticien à la base. Et depuis peu, j'ai rejoint aussi Éléonore qui a une entreprise qui s'appelle Au Contraire Consulting, dont le but est d'accompagner les entreprises dans la RSE, de faire de la formation et de la collecte et recyclage de mégots. À côté de ça, je suis aussi membre du CJD. J'ai été président de Rouen, j'ai été président de la Normandie. Et j'ai une petite histoire avec le CJD et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et je suis aussi membre du club INE, qui est en fait le club territorial de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération pour la Normandie. Et je fais aussi partie d'un réseau d'entreprises qui s'appelle NOE, qui représente une centaine d'entreprises normandes, dont le but est justement de pouvoir allier les compétences de chacun pour permettre de développer l'économie, les savoir-faire et tout ce qui a trait avec le territoire normand. Un très beau parcours, je vois. On va prendre un petit peu de hauteur avant de commencer cette interview. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est d'avoir ta vision en tant qu'homme de ce modèle économique, ce modèle de consommation, production dans lequel on est depuis à peu près une centaine d'années. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision de ce modèle économique mondial, je dirais, dans lequel on est plongé? Alors ce modèle économique, pour moi, il a été, je pense qu'à sa création, et on voit le développement et ce que ça nous a apporté aujourd'hui, a été un très bon modèle. Maintenant, comme tout modèle, il est très récent. Maintenant, il va falloir pour moi passer sur un autre type de modèle. Parce que clairement, on a aujourd'hui tout ce qui nous entoure, la qualité de vie que l'on a est vraiment liée à ce modèle-là. Maintenant, on est passé par différentes crises, desquelles on a su se relever, on a su évoluer. Maintenant, on voit bien au travers de tous les modèles économiques qui commencent à exister, émerger, on voit bien qu'il y a une vraie réflexion sur le modèle capitaliste. Se dire aujourd'hui, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le seul? Alors je ne dis pas qu'il faut le remplacer, mais je dis qu'il faut savoir le remettre en cause, savoir repenser un petit peu ce modèle-là et de se dire à un moment, quand aujourd'hui on va intégrer de l'humain, quand on voit que la planète reste relativement importante, pour rester sur des termes assez pas trop forts, mais aujourd'hui c'est un vrai enjeu.
On en a parlé, le GIEC a sorti son rapport et c'est assez catastrophique. Donc il faut savoir le remettre en cause. Mais de dire on arrête complètement le modèle capitaliste, on passe à autre chose, je ne suis pas non plus pour. Mais aujourd'hui, il faut qu'on commence à créer tout un environnement et un écosystème qui permettent de pouvoir avoir des alternatives. Alors, ce modèle économique dans lequel nous sommes, est-ce que tu as vécu, toi, les limites de ce modèle au niveau de ton secteur d'activité, au sein de tes différentes expériences entrepreneuriales? Est-ce que tu as pu voir des limites qui te freinaient, des limites à dépasser au sein de tes différentes expériences? Clairement, oui. J'ai repris l'entreprise en 2008. Quand je l'ai reprise, je suis entré dans la restauration par passion. Je vais surtout parler de la grignoterie, en fait, parce que c'est là où j'ai pu vraiment tester ce modèle-là. C'était vraiment un modèle économique qui pour moi était… J'étais rentré dans ce métier-là parce que je trouvais ça juste fantastique, pouvoir partager avec les gens un moment de convivialité. J'étais dans cet esprit-là, me dire à un moment on a des personnes qui ont de vraies compétences, qui savent faire quelque chose, qui permettent en plus d'un peu d'offrir de la joie aux gens. Donc tu vois, j'étais sur une vision qui était assez utopiste, un peu du métier de la restauration. Après est arrivée la vérité, c'est que je suis sur un modèle qui est plutôt ce qu'on appelle de la restauration rapide, donc qui est un vrai atout pour les personnes qui travaillent autour, parce que ça reste des prix qui sont relativement en bas, ça permet de manger rapidement. Donc c'est vrai que c'est un confort pour les gens qui sont dans les environs. Par contre, c'est un gros défaut, c'est que le modèle, pour qu'il soit rentable, il faut travailler très vite, faire avec les prix les plus bas possibles et avoir une productivité de fou. Et à un moment, là, je perdais le sens. Je me dis, d'un côté, je travaille pour dire il faut que le client il passe un bon moment, que ce soit joyeux et tout ça. Et plus je veux que ça marche, et en plus les charges arrivant, augmentant au fur et à mesure, en fait, il ne me restait plus qu'à être encore plus, plus dur par rapport au travail que faisaient les équipes, d'arriver à rentrer dans une façon de travailler qui ne me correspondait plus du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne peux pas prôner pour la qualité de vie au travail et de l'autre de dire si on veut s'en sortir, il faut en faire encore plus vite, encore plus fatigant et avec de la qualité encore moindre. Donc je me suis retrouvé, donc j'avais repris en 2008 et tu vois ça devait être en 2012-2013 où je commençais à vraiment me poser la question de savoir si j'allais continuer ce métier-là ou pas. Je ne retrouvais absolument pas ce pourquoi je voulais le faire. Et alors finalement, à cette époque-là, quand tu es face finalement à presque une dualité, comment tu chemines vers cette perspective de nouveau modèle, de transformation de modèle, vers cet outil qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Comment tu y arrives? Comment tu y chemines? En fait, c'est un événement du CJD qui s'appelle les Rencontres du Réseau. Qui était ça faisait 2013 ou 2014, 2013 je crois, qui était sur le business model 3.0. Un grand titre qui cachait plein de choses et je ne savais absolument pas ce que j'allais y trouver. En fait, j'étais plus en train de me dire, je vais peut-être trouver autre chose qui plaira plus que ce que je fais. Et est arrivée une personne d'Atemis qui a commencé à expliquer l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que je connaissais bien sûr absolument pas. Et lors de cette conférence, il a commencé à prendre un exemple tout simple, qui était celui du stylo, et de demander à toute la salle, donc on devait être 400, 500, pourquoi est-ce qu'on achetait des stylos? Et quel était l'intérêt de la personne qui vend des stylos à vendre des stylos? Le temps de réflexion, le temps de réponse des gens, et on se rend compte qu'à 400, 500, en fait, aucun de nous n'avions pensé que, en fait, c'est vrai que si aujourd'hui on achète des stylos, et le seul but du vendeur de stylos, c'est de permettre à ceux qui l'utilisent de laisser une trace. C'est-à-dire qu'on peut discuter ensemble, tout ce qu'on se dit, là, c'est enregistré, donc c'est vrai que c'est autre chose, mais toute discussion, en fait, ne laisse aucune trace. Et en fait, si on veut vraiment laisser une trace, il faut absolument quelque chose pour ça. Et le stylo était ce qui permettait de laisser cette trace-là. Et lorsque tu prends le business model d'un producteur dont
Le seul but de créer, de faire des stylos, c'est de vendre des stylos. Et que s'il commence à réfléchir, à se dire qu'en fin de compte, l'intérêt pour le consommateur d'avoir un stylo, c'est de laisser une trace, à un moment, tu te dis, en fait, le modèle, on peut le penser différemment. Et c'est tout bête, cet exemple-là m'a fait, j'ai eu un grand flash, et en me disant, il y a un truc à faire. Alors, je ne savais pas trop quoi à la base. À ce moment-là, c'était tout frais, mais je me suis vraiment posé des questions. Et c'est là où j'ai commencé à creuser. Et après, j'ai eu la chance et que le CJD a mis en place un comité de pilotage pour justement découvrir un peu les différents modèles économiques qui existaient et ensuite de développer une commission de travail et on était un groupe de 30 personnes à travailler sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et de voir comment on pouvait intégrer ça dans nos entreprises et ce qu'on pouvait en ressortir. Donc le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants. Je le redis au cas où, parce qu'effectivement tout le monde ne le sait pas, le centre des jeunes dirigeants qui regroupe 5 à 6 000 entrepreneurs en France. Pour la grignoterie, quelles ont été les différentes étapes? Donc tu as pris conscience. Quelles ont été les étapes successives qui t'ont amené justement après à essayer d'appliquer cette méthode, cette vision à la grignoterie? Est-ce que tu peux nous parler de ces grandes étapes à la fois pour toi en tant que chef d'entreprise, mais aussi pour tes équipes ou tes prestataires, fournisseurs qui sont autour de l'entreprise? Alors moi, ça a été un long chemin parce que, étant donné que je suis arrivé vraiment au tout début de la réflexion sur comment on pouvait mettre ça en place, est-ce que c'était le bon modèle économique, c'était en 2014. Donc en fait, je suis passé par tout ce travail qui a été fait en groupe pour dire comment on peut mettre ça en place. Et ce qui fait que en 2014, on a commencé à réfléchir dessus. Et alors justement, est-ce que c'est le bon modèle économique? Est-ce que c'est le bon modèle économique? Alors, dans cette question, puisque tu nous le dis, et c'était une question que je voulais te poser. Si on prend la base de comment dire, un modèle économique, pour qu'il soit intéressant, il faut pouvoir assurer la rentabilité de l'entreprise. Il faut pouvoir aussi assurer sur la qualité au niveau social, au niveau environnemental et sociétal. Alors, si je dis, on a un terme qui est la performance globale, mais elle est très juste. C'est-à-dire si à un moment tu ne peux pas remplir ces 4 cases-là, le modèle économique ne sera pas viable. Dans une société comme aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il existe plein de modèles économiques, mais souvent, ce sont des modèles économiques qui peuvent être vertueux, comme l'économie du partage. Par contre, tu ne peux pas faire vivre une entreprise avec ça. Aujourd'hui, si ça existe, c'est très compliqué. Solidaire, ou c'est peut-être aussi un petit peu compliqué aussi, ou c'est un peu Alors non, parce que tu vois, moi aujourd'hui, il y a au contraire Consulting qui est officiellement, depuis le 20 décembre, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et ça n'empêche pas la rentabilité. Il y a quelques règles à respecter. Et la plus importante, en fait, c'est ce que tu vas apporter, c'est ce que tu peux apporter au monde. Ensuite, il y a des règles effectivement par rapport aux bénéfices que tu peux avoir, sachant qu'il faut en redistribuer une partie, mais il ne faut pas tout redistribuer. Et justement, la rentabilité est le seul moyen de permettre à l'entreprise de pouvoir croître. Tu as une idée qui est absolument exceptionnelle, qui permettrait de révolutionner le monde, qui permettrait de changer le monde. Si tu ne gagnes pas d'argent, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle est incapable de réinvestir et ton idée ne passera pas le pas de ta porte. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on a d'un côté la rentabilité, de l'autre côté toute la partie environnementale et on a l'impression qu'en fait, on ne peut pas allier les deux. Sauf que c'est faux. C'est faux. En fait, c'est aujourd'hui comment on est capable de mettre l'économie au service de l'environnemental et du social. Et de l'homme, ouais. Mais si tu reprends le modèle de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un modèle qui vise la rentabilité et donc la pérennité de l'entreprise, en se basant sur le fait que tu vas diminuer la quantité de volume que tu produis et que tu vas vendre, et qu'en fait, ça, tu vas le remplacer par des compétences que tu vas avoir en interne, ce qui fait ta vraie valeur ajoutée, ce qui fait que ton entreprise est connue, reconnue, qu'elle existe depuis 1 an, 10 ans, 3 siècles, et de te dire que plus tu mettras d'argent et plus tu investiras sur ces compétences qui te sont propres, et plus tu seras capable demain de pouvoir être concurrent et même de ne plus avoir de concurrence sur un marché qui existe et
que tout ton chiffre d'affaires et la rentabilité et le développement de ton entreprise ne seront pas simplement liés aux produits que tu vas vendre. Tu nous donnes une bonne définition effectivement de cette vision de l'économie qu'apporte l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On en revient donc aux étapes pour la grignoterie parce que tu l'expliques, donc ça a été votre réflexion au départ de se dire est-ce que c'est le bon modèle, on y va, on n'y va pas. Est-ce que tu peux nous parler de la suite? Ah oui, quand j'ai commencé à travailler sur la grignoterie, il y avait plusieurs axes. Et il y en avait un qui était de dire, à un moment, aujourd'hui on fait à manger, comment est-ce qu'on peut vendre à manger différemment? Au final, les gens, tous les midis, ont besoin de manger. Donc il faut qu'on réfléchisse peut-être le modèle autrement. Sur le besoin. Sur le besoin. Et après, quand on a commencé à creuser un petit peu sur le sujet, on s'est dit, mais au final, l'entreprise, moi je l'ai reprise en 2008, mais elle existe depuis 1992. Moi, les gens qui mangent chez moi sont souvent des gens qui travaillent autour. Mais il y a des personnes, ça fait 25 ans, qui viennent manger chez moi à raison de 5 repas par semaine, à raison de 47 semaines par an. Donc on est largement au-delà des 5000 repas pris chez moi. Quel impact j'ai sur la santé? À 5000 repas, il n'est pas neutre. Il est relativement important. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment moi je peux retravailler mon modèle pour assurer à ce que les clients, lorsqu'ils viennent manger chez moi, puissent s'assurer d'avoir quelque chose qui va les mettre qui puisse être en bonne santé. Parce qu'au final, ça n'est que de l'énergie que l'on ingère. En fait, manger à la base, c'est pas juste se remplir l'estomac, c'est d'abord récupérer tout ce dont le corps a besoin pour pouvoir être optimum. Et aujourd'hui, moi, comment je peux assurer ça pour les personnes qui viennent manger chez moi, qui en plus ont des impacts positifs par rapport à la famille, par rapport au travail, parce que les gens sont en bonne santé. Quand on est à 5000 repas pour une personne, c'est que ça commence à faire réfléchir. Ça commence à faire réfléchir, ouais. C'est quasiment on arrive presque au tiers du repas pris dans l'année en fait. Oui. Quasiment. Oui. Quasiment. Et sachant qu'aujourd'hui, les gens souvent étaient… moi, je suis sur un système qui est un peu en déclin, j'ai une très grosse cafétéria où on fait 500 repas par jour. Cette cafétéria, en fait, elle a… c'est le repas fétiche, le top du repas, c'est le steak frites. Là, quand on commence à penser santé, c'est pas évident de sortir ce produit-là, de sortir de ce produit-là et de se dire maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Mais il faut quand même y réfléchir. Parce qu'à un moment, on ne peut pas se dire je ne peux pas continuer aux personnes que je vois tous les jours à leur laisser manger des steaks frites en me disant à un moment, je sais qu'à chaque fois que je leur donne ça, quelque part, ils auront peut-être des soucis de santé plus tard. Et en fait, donc, moi, j'ai une responsabilité en tant que restaurateur parce que je sais ce que je fais et je sais ce que je leur donne. Et en même temps, s'il vient acheter chez moi, il faut bien que je prenne l'argent qu'il me donne parce que sinon, l'entreprise, elle ne vivra pas. Donc, on a commencé à réfléchir sur ce sujet-là et on a commencé au bout d'un moment, moi j'ai fait rentrer une nutritionniste dans l'entreprise. On s'est dit à un moment, il faut absolument qu'on voit le modèle différemment. Mais pour ça, il fallait absolument qu'on puisse s'entourer. Tout à l'heure, je parlais de développer des compétences. À un moment, il y avait cette notion de nutrition. On sait comment faire à peu près bien à manger. Moi, je fais énormément de sport, donc j'ai une bonne notion, mais par rapport à mes besoins à moi. Et je me suis dit, au final, il faut moi que je fasse rentrer quelqu'un qui sache, qui puisse former mes équipes. Et à partir de ce moment-là, il y a Véronica qui est arrivée, qui était spécialiste en nutrition, mais pour des grandes entreprises et sur des grands formats, donc qui était vraiment appropriée à ce qu'on voulait faire, qui adhérait totalement au projet qu'on voulait mener. Elle accompagne aussi des écoles pour les enfants sur des sujets pareils, pour essayer d'amener du bio, du local, plutôt que ce soit des grandes chaînes de restauration qui amènent du tout près. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur ce sujet-là, en fait, on s'est heurté à un deuxième niveau, qui est que les clients, malgré les entreprises qui sont plutôt des entreprises high-tech autour, en gros, savent que pour bien manger, il ne faut pas manger, c'est ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Et quand tu pars de ça, que toi, tu veux commencer à mettre en place un système qui est plus vertueux, dans lequel les gens, pour qu'ils s'inscrivent, ont besoin d'une certaine éducation, d'avoir un certain bagage sur c'est quoi de la bonne nutrition, c'est quoi l'alimentation équilibrée, saine. En fait, on a mis en place tout un ensemble d'outils
des newsletters, des feuilles, pour permettre de créer des outils pédagogiques et ensuite de pouvoir faire de la culturation auprès des équipes et des clients. Et ensuite, on est passé sur différents stades comme ça. Donc en fait, je suis rentré par cette notion de santé qui était pour moi hyper importante parce que à un moment, c'était une question de responsabilité vis-à-vis des autres. Et après, on a commencé à faire rentrer une nutritionniste, on a commencé à faire rentrer des personnes, des fournisseurs autres avec plus de produits locaux. On a commencé à faire rentrer aussi des notions d'environnement parce qu'à un moment, quand tu veux faire mieux à manger en restant sur des prix relativement bas, il faut savoir faire des économies, il faut savoir travailler sur tous ces petits points qui nous font perdre de l'argent. Et au final, quand on commence à travailler sur ces points-là, ça veut dire moins de déchets, ça veut dire moins de gaspillage alimentaire. En fin de compte, c'est pas si mal pour l'environnement. C'est vertueux au final. Exactement. Et maintenant, comment on sensibilise aussi bien les clients que les équipes à arrêter de surproduire continuellement, de faire attention à pas éviter de trop remplir les assiettes. Donc après, on a commencé à créer 2 tailles d'assiettes avec 2 prix différents. On a commencé à mettre en place on a profité, il y avait la SERD, la Semaine européenne de la réduction des déchets, qui existait, qui est au mois de novembre, et qui nous ont permis sur une semaine de faire une grande sensibilisation des gens sur tout le gaspillage alimentaire qu'ils pouvaient avoir. Donc en pesant les déchets, ce que eux laissaient, ce qu'ils ne mangeaient pas. Parce que en fait, on est sur un système de buffet, les gens peuvent aussi prendre la quantité qu'ils veulent. Donc, et on ne les contraint pas par rapport à ça. C'est lié à une taille d'assiette, pas lié à ce qu'ils vont réellement manger. Et pour ça, il faut absolument que, si on ne veut pas que les gens en prennent de trop et qu'ils mangent de trop, on a voulu les sensibiliser. Et en fait, quand on a commencé à faire les pesées, quand on a commencé à simplement les carafes d'eau qu'ils prenaient, qui sont gratuites, mais où ils en laissaient beaucoup, de mettre un aquarium qu'on a rempli, l'aquarium de 400 litres, on l'a vidé 2 fois, je crois, en une semaine. Et les gens commençaient à se sensibiliser à ça. Alors bien sûr, ça a été lié avec du matériel, on a mis des poubelles de tri, et j'ai vu étape par étape les choses avancer et commencer à se mettre en place une boucle qui est plus vertueuse. Et là où on avait vraiment réussi à mettre quelque chose en place, c'est qu'on a créé un parcours santé dans le restaurant. C'est-à-dire que avec Véronica, ma nutritionniste, on avait réussi à baliser toutes les entrées, les plats, les desserts qui, associés ensemble, permettaient d'avoir un repas équilibré. Que ça réponde alors, pas le nombre de calories, parce que ça dépend des gens et de la faim des gens. Et ce n'est pas un repas qui compte, c'est l'ensemble des repas qu'on peut avoir sur une durée. Mais déjà de se dire que dans ce que je vais prendre, je sais que je vais avoir mes protéines, je vais avoir mes glucides, je vais avoir mes lipides, que dedans, je vais avoir assez de légumes pour trouver toutes les vitamines, les micronutriments dont j'ai besoin. Donc on avait créé ça avec un menu spécifique. Menu spécifique dans lequel, pour que ça marche, si les gens prenaient des frites, ils n'avaient pas le droit au menu. C'était plus un menu parce que ça rentrait plus dans ce. Donc on a un petit peu contraint les clients à s'adapter à ça. Mais au final, ça a été relativement bien reçu de la part des gens et on s'est rendu compte des vertus que ça a pu avoir aussi, vertus pédagogiques notamment. Et on a réussi à baisser notre taux en plus de gaspillage alimentaire de façon assez drastique. Du côté des employés de ton équipe ou même du côté des fournisseurs, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'histoires un peu révélatrices sur les changements Est-ce qu'il y a eu des caps de changement, des difficultés pour toi ou des moments d'étape comme ça avec tes propres parties prenantes autour de l'entreprise? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il y a eu les étapes, elles ont été nombreuses. Une qui est marquante, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est d'avoir voulu mettre absolument un plat végétarien tous les jours. Et là, je me suis rendu compte de la limite de la formation des cuisiniers. Aujourd'hui, les cuisiniers apprennent à faire des viandes, des poissons, des accompagnements, mais un plat végétarien, non. Peut-être que ça change depuis quelques années. C'est une transformation complète. Et dans la formation, ça n'existe pas. Ou du moins, mon cuisinier doit avoir un peu plus de 30 ans, donc il n'est pas très vieux. Lui n'a pas été formé à ça. Donc de se dire qu'on peut faire un plat équilibré sans viande, sans poisson, en fait, lui ne savait pas faire. Donc en gros, j'avais un accompagnement qui était amélioré, mais dedans manquait souvent des protéines. On ne connaît pas spécialement les légumineuses, les autres sources de protéines qu'on peut trouver. Et là, ça pose problème. Donc il a fallu mettre en place des formations pour ça.
Je suis avec une équipe qui entend beaucoup parler de… Alors, sur la santé, la santé, il y a eu un vrai travail de fait. Je ne saurais pas te dire d'où vient le problème que l'on a à bien appréhender la santé, ce que c'est que bien manger. Clairement, aujourd'hui, sur toutes les informations qu'on peut avoir, on se dit on en a assez quoi, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Je me rends compte qu'il y a vraiment un problème. Je pense qu'au final, on est tellement sur… en gros, c'est les sportifs qui parlent de leur alimentation. Ça va être… on a eu tellement de mise en avant de régimes miracles qui permettent de maigrir. En gros, la santé, c'est maigrir. C'est possible. Qui sont juste catastrophiques. Et il y a tellement de régimes alimentaires, alors là, pas des régimes pour maigrir, mais tellement de régimes alimentaires différents qu'à un moment, on est totalement perdu. Si je veux faire du cétogène, si je veux faire du paléo, si je veux faire du végétarien, vegan, à un moment, qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans en fonction de ce qu'on a envie et qu'il y ait un résultat qui soit bon. Donc ça, c'était pas évident. Et au niveau de l'environnement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire du tri. On est sensibilisé au tri, mais ça ne va pas beaucoup au-delà. Et pour aller au-delà de l'envie que je pouvais avoir et que maintenant l'équipe a, il y a qui peut nous aider. Et c'est-à-dire qui va être en face capable de pouvoir récupérer, nous, les déchets que l'on a. Moi, aujourd'hui, en restauration, quasiment 100% des déchets sont récupérables. Et la plupart sont valorisables. Tout ce qui est déchets, de tout ce qui reste à manger, on peut en faire du compost. Le marc de café, certains l'utilisent pour faire pousser les plantes. On fait même des vêtements avec le marc de café. Maintenant, les mégots, moi, ils sont recyclés. Les cartons, ça repart, ça peut être recyclé. Donc, en fait, moi, quasiment tout ce que j'ai est recyclé ou recyclable. Mais par exemple, sur Rouen, aujourd'hui, on manque de personnes qui sont capables de recycler tout ce qui est, par exemple, les canettes en aluminium. Des fois, c'est des petites choses. J'ai quelqu'un qui les récupère, qui, normalement, les revend pour récupérer de l'argent, pour faire des fauteuils roulants pour les enfants handicapés. Seule chose, c'est qu'à un moment, il n'avait plus de véhicule pour le faire. Et moi, de par la réglementation, je n'ai pas le droit de transporter de choses qui sont sales dans mes véhicules qui transportent de la nourriture. Donc, j'ai quelqu'un qui a potentiellement 6 km et on n'arrive pas à trouver le moyen de pouvoir faire ces 6 km pour qu'il puisse récupérer ce que j'ai. Alors que lui, c'est une vraie valeur pour lui. Et moi, les fournisseurs en restauration, il y a une grosse révolution qui s'est mise en place. L'avantage de l'alimentaire, c'est qu'on a vécu différentes crises, que ce soit la crise bovine, l'histoire du cheval. Donc en fait, les gens sont beaucoup plus craintifs par rapport au restaurant, par rapport à ce qui est proposé, par rapport à ce qui est noté sur la carte et ce qu'ils ont vraiment dans l'assiette. Donc on a eu besoin de les rassurer énormément. Donc il y a un lien de confiance qui se fait au fur et à mesure du temps. Puis moi, c'est vrai que vu que les gens viennent régulièrement chez moi, je l'ai déjà pour la plupart des personnes. Maintenant, il y avait besoin de mettre aussi un petit peu de nom, de provenance, de valorisation, un petit peu de qui était autour de nous pour nous accompagner, parce qu'on le faisait sans le dire. Aujourd'hui, l'avantage en restauration, c'est que logiquement, la plupart des produits viennent de pas trop loin. Il y en a, si on veut de la tomate toute l'année, forcément, ça viendra de plus loin. Mais le produit transformé, tel qu'on peut le voir dans d'autres métiers, on le vit moins. Mais il y a quand même à faire attention par rapport à ça, surtout au niveau de qualité des produits que l'on reçoit. Tu nous as parlé un petit peu des résultats, l'expérimentation que tu as menée avec la nutritionniste, avec la sensibilisation des usagers, des bénéficiaires dans la grignoterie. Est-ce que tu as des choses, je ne peux pas dire factuelles, mais des vrais résultats clairs à nous présenter? Le vrai résultat clair est lié essentiellement au gaspillage alimentaire. En fait, ce qui se passe, c'est que pour recompléter un petit peu l'histoire, là où j'ai vraiment fait le pas avec la grignoterie, c'est lorsque j'ai mis en place l'accompagnement qui a été fait avec le Club Inné à Thémis sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ça a été en 2018. Là, on a vraiment travaillé. Et en fait, tout ce que je te présente, c'était un peu la réflexion qui avait été générale, qui s'est mise en place au fur et à mesure.
Et j'avais une étape d'après. L'étape d'après qui était vraiment celle qui pouvait faire basculer les choses, qui était de se dire, aujourd'hui je suis dans un environnement où il y a énormément de bureaux. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont se déplacer. En gros, il y a 8000 étudiants et 3000 salariés. Donc 11 000 personnes qui sont sur place, qui ne vivent pas sur place, qui ne font que travailler. Donc potentiellement un nombre de véhicules qui est juste affolant. En plus des personnes en partie que je peux accueillir, en partie que je ne peux pas accueillir parce qu'à un moment on est bloqué sur un nombre de personnes. Et l'idée c'était de se dire à un moment comment moi je peux réfléchir avec toutes les entreprises qu'il y a autour sur non plus comment je suis capable de leur faire à manger, où est-ce qu'il faut les livrer, mais de se dire aujourd'hui si on veut que cette zone soit vraiment agréable à vivre, donc c'est-à-dire moi plus tout cet environnement qui est là, comment est-ce qu'on peut repenser la semaine de travail totalement en se disant la partie repas qui me concerne, comment aujourd'hui moi je peux l'intégrer dans les journées de travail des entreprises et comment on peut intégrer aussi d'autres services pour pouvoir rendre cette vie beaucoup plus agréable. D'autant plus que j'avais la chance, c'est qu'on a, je crois que c'est le premier pôle d'essai européen de voitures autonomes. En fait, ils voulaient créer justement ce système de déplacement autonome par véhicule. Donc, on commençait à rentrer sur une mobilité douce et qui était partagée. Et aujourd'hui, ce qu'il fallait simplement, c'était arrêter de libérer les personnes ou les faire venir aux mêmes heures et de voir comment, en fonction des besoins de chaque entreprise, ils pouvaient garder les personnes travailler vraiment au moment qui était le plus opportun. Comment on était capable d'apporter un ensemble de services, dont la restauration dont j'aurais pu m'occuper, à des moments qui étaient le plus opportun pour l'entreprise et d'essayer justement de créer tout un mouvement qui permette à toute cette zone-là de pouvoir améliorer cette qualité de vie pour laquelle toutes les entreprises, les écoles avaient un intérêt commun. Bien sûr. Et malheureusement, la Covid est arrivée. Ouais, la Covid est arrivée. Et là, aujourd'hui, moi j'ai été obligé de faire un arrêt de toute cette démarche-là. Pas par manque de temps, au final on en a eu énormément. Alors, maintenant je commence à manquer un petit peu de monde en face parce que c'est vrai que le télétravail fait qu'on a moins d'entreprises, il y a moins de personnes dans les entreprises. Donc là je suis en train d'attendre que les gens reviennent. Et il y a aussi un autre aspect qu'on abordera peut-être qui est aussi la transformation, elle ne se fait pas sans argent. Et à un moment, sur une crise Covid où on a fermé plus de 7 mois dans l'année, c'est vrai que mon premier but aujourd'hui, c'est de sauver l'entreprise, d'arriver à remonter quelque chose. Et en même temps, quand je dis ça, et par rapport à tout ce qu'on a fait, au final, je me dis en même temps que non, on a continué quand même à avancer. Je n'ai pas eu ma grande révolution, mais l'esprit qui a été mis en place, tout le travail qui a été fait avec les équipes, les clients, aujourd'hui continue d'exister. Mais il me manque, j'espère le faire encore un petit peu de temps pour pouvoir vraiment faire basculer le modèle, mais non plus simplement le mien, la restauration, mais vraiment de tout cet environnement. De cette zone en fait. Ouais, tout ce territoire. Oui, tout à fait. On espère effectivement là qu'avec la reprise post-Covid, les conditions puissent t'aider à avancer dans cette démarche. Tu nous as parlé de ressources immatérielles un petit peu, mais je voulais formaliser cette question. Est-ce que tu peux justement me parler de ressources immatérielles et d'impact par rapport à ton activité de la grignoterie? Est-ce que tu peux nous ressortir en point, comme un peu une liste quelque part, tout ce que tu considères toi être des ressources immatérielles et qui va finalement être au cœur de la transformation de ton modèle économique? Tu as parlé de la santé, donc c'est apporter la santé finalement par l'alimentation. Est-ce que tu peux Oui. De bonheur, de convivialité en fait pendant ce moment de restauration. Enfin, finalement, c'est tout ça que tu apportes dans ton offre. En fait, c'est comment intégrer cette valeur immatérielle dans ton offre de service. Je vais te dire avec ce qu'on a mis en place, ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire en post-Covid. On s'est rendu compte que les rencontres, le partage aujourd'hui a vraiment disparu. Les gens en ont besoin, on a envie, on voit que dès qu'on est capable de remettre un petit peu, de pouvoir se retrouver sur des moments
conviviaux, pas conviviaux, mais le simple fait de pouvoir être en interaction avec les gens est très important. Même si aujourd'hui je suis sur un modèle, si la grignoterie est sur un modèle qui est de restauration rapide, aujourd'hui on reste un temps de pause dans une journée. On reste un temps dans lequel au final on est capable d'apporter un peu plus que le simple repas. C'est bien de pouvoir permettre aux gens de ne plus avoir faim pour l'après-midi ou de récupérer un peu d'énergie, mais on se rend compte que si quelque part on arrive à bien manger, à être rempli physiquement, à un moment il y a aussi besoin dans la tête. Je me rends compte qu'on est un lieu. On est un lieu et ce lieu-là, en fait, là aujourd'hui on est en train d'essayer de changer un peu de but, de finalité. C'est-à-dire qu'au-delà d'être simplement un endroit où on peut s'asseoir pour pouvoir manger le repas qu'on a, on va essayer de créer quelque chose qui est soit un lieu qui soit partagé, c'est-à-dire que je commence à faire rentrer aussi des événements qui sont sur le territoire. J'ai une grande salle qui fait 500 mètres carrés. Aujourd'hui, cette grande salle, 500 mètres carrés, j'utilise en gros 2h15 par jour. Maintenant, je peux l'utiliser pour autre chose, pour d'autres personnes. Donc, ce n'est pas de la restauration, ça va être soit des moments de rencontre. Là, on va faire un événement pour Anoué qui va permettre de mettre en relation des ESAT et des chefs d'entreprise pour que les deux se connaissent. Ça fait vachement sens. On commence aussi à, ça c'est le but, j'espère pouvoir le faire d'ici fin mars, mais accueillir aussi des artistes qui ont besoin de pouvoir exposer. Avec aujourd'hui 200 à 300 personnes par jour qui rentrent, qui peuvent les voir, c'est très intéressant. Mais à côté de ça, c'est aussi un lieu qui a besoin de retrouver de l'âme. Et là, c'est le plus gros travail qu'on a fait. Alors je dis commencer à faire parce que ça fait plus d'1 an qu'on est dessus, mais il y avait une règle absolue, c'était qu'on n'achète rien de neuf. Donc c'est génial parce que moi j'ai les équipes qui sont en train de regarder sur Facebook, à droite, à gauche, comment on peut trouver. Récupérer, ouais. Soit on récupère des meubles, soit on achète quand même des meubles à des personnes, mais ce sont des meubles d'occasion. Soit on va chiner à droite à gauche, ils m'ont récupéré des fûts il n'y a pas longtemps, ils m'ont récupéré les gros enrouleurs électriques. Et en fait, on est en train de recomposer une salle comme ça, dans laquelle on a mis en place une bibliothèque. Donc on a un espace culturel qui est à côté, qui nous fournit des livres. On a chacun des livres à la maison qu'on ne lit plus, donc on le met à disposition. Et comme ça, les gens peuvent les prendre chez eux, les ramener. C'est des petites choses, ça change nous, pas grand-chose en termes d'organisation. Par contre, ça redonne vraiment de la vie à la salle. Là, je sais et là, je laisse faire mes équipes. Quand on parle d'immatériel, c'est que ce qui est génial, c'est que moi, j'ai une équipe qui connaissent, parce qu'en fait, on est quand même en difficulté, qui connaissent ces difficultés d'entreprise, mais qui aujourd'hui commencent à réinventer complètement leur façon d'aborder le lieu. J'allais dire de travailler, mais souvent le travail, on dit qu'il y a la partie vente, il y a la partie production. On essaye de faire de nouvelles choses, d'apporter un plus au client, mais le plus visible, en fait, c'est l'environnement que l'on a, que ce soit l'accueil, que ce soit cet environnement de salle dans laquelle chacun essaye d'y mettre un peu du sien. Donc la déco, là, je sais qu'ils ont prévu de refaire de la peinture, refaire des murs, refaire des zones spécifiques. Et là, en fait, je les laisse faire. Ils s'approprient complètement le lieu. En plus, ils sont en relation avec les clients, ils partagent avec eux. On a des retours très positifs sur le travail qui est fait. Donc au final, même sur une période qui est un petit peu compliquée pour nous, c'est un vrai bonheur de faire ça. Les clients, eux, en fait, retrouvent un lieu qui est beaucoup plus agréable parce que les zones, au fur et à mesure, sont en train de se personnaliser, de changer un petit peu de thème. Donc, en fonction de l'état dans lequel on est, du nombre de personnes avec qui on est, on peut trouver une partie qui est plutôt agréable et qui correspond bien aux besoins. Donc, j'attends vraiment une reprise beaucoup plus importante pour voir ce que ça donne. Sur la partie restauration, aujourd'hui, on n'a pas encore possibilité de faire comme avant parce qu'en gros, il nous manque presque la moitié des clients. Donc, on travaille nos recettes, on fait de nouvelles recettes, mais on n'est pas encore à plein régime parce que derrière, c'est absolument zéro déchet. Donc, on travaille. Donc, on a mis en place Too Good To Go aussi entre deux qui nous aide à ne pas acheter les produits qui sont plus bons parce qu'on a quand même tous les jours, on refait 5 recettes nouvelles. Donc, à un moment, les 5 anciennes, il faut bien en faire quelque chose. Donc, ça permet de les redistribuer comme ça. Ça permet derrière de pouvoir aussi nous repenser un petit peu les recettes pour pouvoir voir comment on est capable de travailler pour diminuer ça
Et tout ça, en fait, ça a été un long cheminement pour faire attention d'où viennent les produits, comment on les travaille, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment on peut faire avec nos clients pour que eux se sentent plus chez eux aujourd'hui que ça ne l'était avant. Et ça prend. Donc je continue à œuvrer dans ce sens-là. Et là, on a encore quelques projets à venir pour, premièrement, rendre ce lieu plus pratique, mais aussi à côté pouvoir être ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire un vrai service. Parce que quand tu parles d'impact et de valeur immatérielle, un des premiers impacts, c'est que dans la zone, des lieux dans lesquels tu peux prendre un vrai repas complet, chaud, où tu peux t'asseoir, en plus varier le repas, où tu peux t'asseoir tranquillement et manger pour la valeur d'un ticket restaurant, c'est-à-dire en moyenne 8-9 euros, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que potentiellement, moi j'ai 3000 personnes autour, alors, ils ne viennent pas tous chez moi, mais 3000 personnes qui n'auraient pas la possibilité de pouvoir choisir et de pouvoir manger sans dépenser plus, parce que le budget restauration, lorsqu'on travaille, peut être un budget relativement important. Bien sûr. Nous, on avait fait des calculs, on estimait en moyenne les gens dépenser 120 euros en plus de ce que pouvait apporter l'entreprise par mois pour manger. Tu prends sur un SMIC, on est à plus de 10% juste pour pouvoir rester sur son lieu de travail. Quand on prend le coût de l'essence aujourd'hui, c'est même pas imaginable qu'ils rentrent chez eux. Et on sait très bien que la gamelle, c'est une solution, mais c'est pas. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas manger ensemble, mais en même temps, faire à manger le soir, pour le lendemain, ou se dire j'en fais un peu plus, comme ça le lendemain midi, je mange exactement la même chose que la veille au soir. Ce qui est le cas de la plupart des gens, c'est bien, mais ce n'est pas une solution à long terme et ce n'est pas une solution pour absolument tous les jours. Mmh. Donc on essaye de se réancrer vraiment sur ce lieu-là. Et donc maintenant, tout ce qu'on développe, c'est vraiment essayer de trouver des solutions qui soient pratiques, qui soient rapides, qui soient plutôt conviviales pour les personnes. Donc là, on développe des projets qui sont autres, qui vont, j'espère, voir le jour assez rapidement. Mais tout dépend de la reprise. Alors, le 14 mars, on retirera les masques, on pourra se revoir, donc on va voir si ça va reprendre là ou s'il va falloir attendre encore un petit peu de temps pour qu'il y ait une reprise qui soit entre guillemets normale et on retrouve une vie, alors je ne veux pas dire comme avant, mais une vie qui soit voilà, où on ne se sent pas en insécurité si on va ouvrir un restaurant, si on va au milieu d'un groupe de personnes. Et là, on va pouvoir sortir vraiment ces projets-là. Mais c'est en fait d'un lieu, aujourd'hui, en fait, on veut en faire une solution pour tout un secteur. C'est rendre le plus utile possible finalement cet endroit aux autres et rendre finalement peut-être un maximum de services finalement. Rendre service sur un maximum de sujets. Là, on voit que c'est optimisé, enfin que ce que tu veux faire, finalement, tu veux démultiplier la création de richesse autour de ce que tu fais, en fait. C'est exactement ça. Quand on parlait d'immatériel, souvent je réduis ce qui est assez vrai pour mon métier, l'immatériel aux compétences que l'on a. Mais aujourd'hui, ces compétences-là, qui sont liées à la production, qui sont liées aussi à la création, qui sont liées à un savoir-faire qui peut être logistique, sur les commandes, sur l'approvisionnement, sur en fait, ces compétences-là, elles ne s'arrêtent pas aux 4 murs du restaurant. Elles peuvent aller au-delà. Elles peuvent servir à autre chose. Moi, aujourd'hui, j'ai mon chef de cuisine qui est mon chef déco, quoi. En fait, il adore ça. Il s'éclate à ça. Et depuis qu'il peut faire ça et qu'en plus, il a un peu de liberté, un peu de budget pour pouvoir faire en fonction de ce qu'il trouve, c'est génial. Et si on arrive à permettre aux gens de pouvoir vraiment faire ce qu'ils aiment, ça serait magnifique. Et ça peut se faire dans l'entreprise, ça peut se faire hors de l'entreprise. Après, c'est le comment. Aujourd'hui, tout le monde s'engouffre sur la livraison. La livraison, est-ce qu'elle est vraiment une solution ? J'en suis pas sûr. Parce que derrière, c'est un coût qui est non négligeable. Aujourd'hui, le même repas livré coûte beaucoup plus cher qu'un repas non livré. D'une manière ou d'une autre, on paye ce système-là. Donc, est-ce que c'est une bonne solution ? Oui, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Les idées sont là maintenant. J'aimerais juste les tester avant, mais il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas encore repensé finalement leur modèle, qui n'ont pas encore, qui se sentent peut-être bloqués ou qui
voilà, qui n'ont pas entrepris ces démarches de réflexion que toi tu as pu mener. Qu'est-ce que tu leur apporterais comme conseil? Pas des conseils, des questions. En fait, il y en a 4. La première, c'est qu'est-ce que je vends? C'est en fait quel est mon discours commercial? Qu'est-ce que je dis aux gens? La deuxième, c'est qu'est-ce que je produis? C'est quoi vraiment le produit que je fabrique? Qu'il soit réel ou qu'il soit intellectuel ou digital. Et la troisième, c'est qu'est-ce que je facture? Au final, quand j'envoie une facture, qu'est-ce qui est noté sur cette facture-là? Et la quatrième, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Si à un moment, on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, c'est très risqué pour l'entreprise parce qu'au final, elle n'a pas vraiment de but un peu ultime, un peu cette étoile polaire où on veut aller. Si ça n'est relié qu'à un chiffre d'affaires, il y en a qui le font, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que demain, on est très fragile. Si un concurrent arrive avec exactement la même idée et qui en plus est plutôt bon et qui sait où il veut aller. Et pour être ces questions, pour les illustrer un petit peu, c'est que moi, quand j'ai commencé à réfléchir et que j'avais ces questions-là sous le nez, je me suis rendu compte que quand je regardais ce que je vendais, au final, moi je vendais des super plats, super qualité, et quand les gens les mangeaient, ils étaient super heureux et que tout allait bien et c'était le meilleur moment de leur vie. J'exagère un peu. Mais l'idée, elle était là. Ce que je vendais et ce que je disais aux gens, c'est que venez, on fait de la qualité, on fait du local, c'est super bon. Sauf que ce qu'on produit, c'est effectivement des plats. Vraiment, la production, c'est les plats et le service. Et ce qu'on facture, c'est des plats et même pas le service. En fait, le service est inclus dans le prix du plat. Mais je vends et la seule facture qu'on a, c'est des plats. Et l'idée, c'est pour ça que j'ai voulu avancer. Ce qui a été stoppé par la Covid, ça a été de se dire, à un moment, est-ce qu'on ne peut pas arrêter de facturer que des plats? Parce que je reviens sur mon modèle où de toute façon, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre plus de plats. Et est-ce que je ne peux pas vendre autre chose? Et quel service je peux vendre aux entreprises qui sont autour, pour lesquelles aujourd'hui je suis un acteur quand même qui est relativement important pour le bien-être des salariés. On parlait d'impact, je disais, c'est un vrai impact important. Comment aujourd'hui je pourrais travailler avec les personnes autour pour justement essayer de changer ce modèle-là. Et là, d'un coup, mon histoire d'étoile polaire, de pourquoi je fais ce que je fais, si je veux vraiment répondre, et enfin moi la réponse que j'avais, c'était de pouvoir apporter vraiment du bien-être aux personnes, même si c'est sur une courte durée. Je ne remplacerai pas la famille et tout ça, mais sur une période de cette journée de travail, comment moi je suis capable d'apporter plus de joie, de bonheur, de qualité de travail, d'avoir un impact derrière sur tout cet écosystème, tout l'environnement que j'ai autour de moi, parce que c'est comme les services, si c'est juste enfermé dans mes 4 murs, il n'y a pas d'intérêt. Le but, c'est que ça puisse aller à l'extérieur. Et maintenant, comment je peux travailler ça avec les autres pour que derrière, sur la facture, en fait, le repas ne soit plus qu'une des parties du service qui est rendu. Et ça, j'ai bien commencé à travailler dessus. J'attends avec impatience que les choses reviennent à la normale pour reprendre ce sujet-là. Parce que autant j'avais une perte de sens à un moment, autant aujourd'hui, oui, je sais que je vais aller là. Et même si la Covid a eu des impacts sur la façon de travailler, il y a eu du négatif, on a perdu du client, financièrement c'est difficile. Oui, elle a eu des points positifs parce qu'au final, j'étais en train de me rendre compte qu'à un moment, on voulait rentrer dans ce système-là, mais on répondait, des fois, on était un petit peu plus tout à fait en adéquation avec les besoins des clients. Et un des plus grands besoins, c'est de ne pas dépasser ce ticket restaurant. Donc, passer en bio, passer en tout ça, on se rend compte que non, on ne peut pas. C'est pas grave. Il y a des gens qui font des choses très bien, qui ne payent pas le label bio, qui sont capables de nous fournir. Et là, l'idée, ça va être de travailler avec aujourd'hui, il y a des jardins qui font de l'insertion. Il y a des ESAT qui font du travail en alimentaire. Maintenant, comment on peut travailler avec eux et arriver à notre finalité, qui est de pouvoir offrir un repas pas cher et offrir aussi un bon moment aux personnes qui viennent chez nous. Tu nous as parlé de la limite financière, finalement, à la transformation. Tu voulais revenir dessus, je te propose de le faire. Est-ce que tu peux nous parler de cette position que tu as? L'aspect financier est important dans la transformation de modèle économique. Et sur le sujet, tu voulais nous en parler, parce que tu l'as bien expérimenté pour le coup.
Oui, souvent, alors, je dis souvent, je me permets de le dire parce que j'ai quelques responsabilités sur des réseaux d'entreprises qui font que j'accompagne, je permets aussi à des dirigeants de pouvoir partager un peu leur expérience et souvent c'est des difficultés qu'on partage. Donc j'ai pas mal de retours de dirigeants qui se retrouvent à des moments difficiles de leur vie, qui savent en plus que je suis assez féru de nouveaux modèles économiques et qui me demandent comment faire. Sauf qu'à un moment, changer de modèle économique, ça veut dire investir beaucoup, que ce soit sur de la formation, que ce soit sur une autre façon de travailler, que ce soit sur de nouveaux fournisseurs. Mais forcément, ça passe par une phase d'investissement. Mhm. Si on commence à réfléchir sur un nouveau modèle économique pour son entreprise, quand ça ne va pas, on est quasiment incapable. Je ne vais pas dire que c'est impossible de le faire, mais quasiment incapable. C'est plus difficile en tout cas. C'est Oui. vraiment, vraiment plus Oui. difficile. Ouais. Si on veut pouvoir faire une belle transition, une transition qui soit vraiment positive dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui apporte un plus à l'homme, la planète, mais aussi à l'entreprise, il faut pouvoir avoir les moyens de commencer à créer une nouvelle solution que l'on va mettre en place en parallèle de ce que peut faire l'entreprise. Et ensuite, permettre aux gens aussi, parce que tout nouveau modèle économique, au-delà du modèle économique, il y a le mot nouveau. Et on sait très bien que tout ce qui est le nouveau en général, c'est du changement. Et le changement, il y a un temps d'adaptation qui peut être plus ou moins long en fonction de ce qu'on veut mettre, qui fait qu'il y a un temps pendant lequel les personnes vont avoir du mal à comprendre ce qu'on veut mettre en place. Ils ne vont pas comprendre pourquoi, si moi aujourd'hui, pour rester dans la restauration, je vends des plats et demain, je ne veux plus vendre de plats, je vais facturer autre chose. Pourquoi quoi? Pourquoi faire changer? Au final, les gens, ils viennent manger chez moi. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation, d'acculturation aux personnes à ce qu'on va leur apporter, à ce nouveau service. Et ça, forcément, si on n'a pas la possibilité de pouvoir tenir un certain temps pour pouvoir le mettre en place, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais une pause. Je ne recommencerai qu'à partir du moment où je reviendrai sur un niveau de stabilité, c'est-à-dire quand j'arrêterai de perdre de l'argent et dès que je pourrai réinvestir sur ce nouveau système. Parce que si je veux changer, il va falloir que je prenne du temps avec mes équipes, avec les personnes qui sont autour, commencer à trouver de nouveaux services, de les tester, de voir si ça passe, de voir si le modèle économique est rentable ou pas. Et ça, malheureusement, ce n'est pas sur une feuille en un instant. J'adore le modèle Canvas. C'est une vraie mine d'or pour créer un modèle. Mais le truc, c'est qu'il faut passer à l'action après. Et c'est à ce moment-là où on sait vraiment si ça marche ou pas. Donc là, ce que tu conseilles finalement aux entrepreneurs, c'est de finalement repenser leur modèle quand tout va quand même bien pour leur entreprise, qu'ils ne se retrouvent pas face à un mur, des difficultés, soit économiques ou tout type de difficultés. Là, on l'a vu avec le Covid qui nous a mis un temps d'arrêt. Et surtout une transition finalement douce que tu recommandes, de tester peut-être une partie, un bout de l'activité, mais pas tout en même temps, et de faire les choses finalement avec le temps nécessaire. Je vais faire la pub pour un livre. Alors, j'ai rien à gagner, mais c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer qui s'appelle Stéphane Mallard. Son livre s'appelle Disruption, qui est très intéressant. Pour une chose, c'est qu'il explique bien que c'est quand l'entreprise va bien qu'il faut la disrupter. Et disrupter, ça ne veut pas dire on décide un jour de faire la disruption et on casse tout le modèle et on le change, mais c'est de réfléchir. Si demain j'ai un concurrent qui vient et qui me prend le marché, comment je peux rebondir? Il prenait l'exemple d'Amazon qui fait ça. Pourtant, Amazon en ce moment, il n'a pas trop à se poser de questions sur son modèle économique. Mais Amazon pourrait bien effectivement grappiller sur l'alimentaire. Oui. En tout cas, ils ont fait des essais déjà. Là-dessus, ils ont fait des essais. Mais tu vois, ce qui est vachement intéressant sur le fait que Amazon disrupte aujourd'hui, alors que tout va bien, et sur le modèle de disruption, c'est qu'en fait, ils réfléchissent non plus sur qu'est-ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire la logistique, mais en fait, quelle est vraiment leur compétence? Quelles sont les compétences qu'ils ont en interne qui font que Amazon marche et que demain, ils pourraient utiliser autrement? Toutes les entreprises ont énormément de compétences en interne. Toutes les compétences sont dirigées pour le travail que l'on fait aujourd'hui dans l'entreprise. Mais si demain, on commence à repenser en se disant j'ai quoi comme compétences? Je prends mon chef de cuisine qui adore faire de la déco.
Bah, si j'ai quelqu'un qui est bon en déco, alors oui, aujourd'hui ça me sert un petit peu, mais pas beaucoup. Mais peut-être que demain je peux revoir un modèle et peut-être que demain, bah, un chef déco, ça me permettrait de créer, je voulais faire de la convivialité, des moments assez incroyables dans les entreprises ou des moments qui soient sur un temps court, long, avec en plus toute une mise en ambiance et tout ça. Si je reste dans l'alimentation, mais peut-être que je peux changer complètement. Et ce phénomène-là de disruption, elle est très intéressante pour ça. C'est-à-dire, à partir du moment où ça va bien, je commence à dire, ben, en fait, je refais un point complet sur toutes les richesses que j'ai dans l'entreprise, tout ce qu'on sait très bien faire, et ça, comment je peux le transposer sur autre chose, qui peut être totalement autre. Est-ce que tu aurais autre chose à nous partager? Un autre sujet. Oui, il y en a un que j'aime bien. Au début, je parlais de au contraire consulting. Moi, en fait, je suis rentré et j'ai voulu accompagner, Eleonore m'accompagne dans cette entreprise, parce qu'en fait, on avait possibilité, et c'est le but de cette entreprise, de mettre en action les entreprises sur tous les pans de la RSE. Et tout le parcours que j'ai fait sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, l'accompagnement qu'a suivi la grignoterie sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, est un des outils, une des parties, une des composantes qui permettrait à ce que demain les entreprises puissent évoluer en prenant en compte cet aspect planète, cet aspect humain et devenir beaucoup plus rentable. Souvent, on décorrèle la RSE de la rentabilité de l'entreprise, sauf que demain, ce sont deux vrais piliers pour l'entreprise. Et ça, lorsqu'on travaille, on parlait d'impact, on parlait d'immatériel. Quand les entreprises prennent un peu le temps de réfléchir sur ces sujets-là, commencent à tester des choses en interne, on se rend compte qu'on a des impacts qui sont beaucoup plus importants, que l'entreprise est en train de elle-même se réinventer sans changer complètement de modèle, et que de simples petits pas, parce que là c'est vrai qu'en fait on parlait sur changer le modèle économique, arriver sur un nouveau modèle économique, mais en fait peut-être que le nouveau modèle économique c'est juste une autre façon d'aborder son modèle économique soi-même, et se dire qu'à un moment si je commence à travailler sur comment je peux, quels sont mes enjeux principaux d'un point de vue humain et environnemental, quels sont les impacts que j'ai autour de moi, comment je peux améliorer ces choses-là. Ça veut dire que si on y arrive, si on arrive à mettre en place des choses, ça veut dire qu'on va avoir des équipes qui vont être beaucoup plus… il y a une culture d'entreprise qui va s'améliorer. On va retrouver sens en fait. Du sens. Exactement, beaucoup plus de sens. On va avoir des clients qui vont se retrouver dans l'entreprise au travers de ce qu'elle fait. On va avoir des fournisseurs. On va avoir un modèle et aussi un modèle économique. Alors je parle en termes de rentabilité qui va permettre d'être beaucoup plus solide, non ? Solide, mais surtout qui va pouvoir être valorisé par rapport vraiment à ce que l'on fait. Et il n'y a pas besoin de faire toujours de grandes révolutions, de grandes transformations pour avoir des résultats qui soient relativement importants. Surtout qu'aujourd'hui, pour moi, je pense qu'on est dans un monde où on parle de sobriété, parce qu'on ne veut pas parler de décroissance. Je ne dis pas que la décroissance est ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut quand même commencer à réfléchir sur nos modèles économiques avec un moment, un stop sur ces 2-3% de croissance qu'on nous demande tous les ans. À un moment, il va bien y avoir une révolution sur simplement le calcul de la richesse d'un pays. Et dès qu'on décorrélera la richesse du pays au PIB, et peut-être plus à la richesse qu'on prend la France, qui est une richesse naturelle, une richesse humaine qui est juste incroyable, on voit tous les talents qu'on n'est pas capable de garder. À un moment qu'on remisera plutôt sur cette richesse-là et ce qu'elle est capable d'apporter pour aujourd'hui, pour l'avenir, en fait, on aura gagné pas mal de choses. Alors là, tu es en train de nous soulever une grande question qui est de changer d'économie, en tout cas les indicateurs, le PIB. Est-ce que demain, ce ne serait pas une économie qui serait tournée vers des indicateurs, la santé, viser la santé des hommes, viser la santé des écosystèmes? C'est une économie, c'est une autre économie finalement, quelque part à construire. Une économie un peu mondiale, immatérielle, qui nous apportera bien évidemment de la richesse, mais une autre finalité finalement.
Oui, et aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel je travaille, je commence à avoir des gens autour pour en parler, c'est la notion de triple comptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur d'une entreprise dépend de son bilan financier. Une entreprise qui dépend vraiment de compétences humaines, en fait, ne vaut rien. Si je suis la seule valeur de mon entreprise, l'entreprise ne vaut rien. Par contre, si on commence à intégrer, c'est le principe de la triple comptabilité, de la valeur financière, au-delà de la valeur financière, la valeur humaine de l'entreprise et la valeur environnementale de l'entreprise, c'est-à-dire j'ai un certain niveau de valeur de mon entreprise parce qu'elle rapporte tant d'argent. J'ai un niveau de valeur de l'entreprise parce que humainement, elle permet au développement des gens, elle permet à l'inclusion, elle permet de pouvoir faire grandir aussi tout son écosystème. Et d'un point de vue environnemental, plus l'entreprise tournera et plus elle créera cette valeur environnementale, que ce soit décarboné, que ce soit apporter un vrai plus pour la nature. Au final, moi j'aurai une entreprise qui coûtera beaucoup plus cher. Si on commence à mettre en place cette triple comptabilité, qu'elle soit reconnue dans la valorisation des entreprises, ça veut dire que demain, ce qu'on espère que les gens vont faire, qui a du mal à être fait et qu'il faut pourtant faire tout de suite, qui est de dire il faut que je change mon modèle économique et que derrière je prenne vraiment en compte ce facteur humain, ce facteur environnemental. S'il y en a qui se rendent compte que plus ils le prendront en compte et plus ils le développeront et plus l'entreprise vaudra quelque chose, et ça sera intéressant. Il y a un premier pas, la loi Pacte, qui va dans ce sens-là. Le fait de pouvoir mettre une raison d'être, déjà de réfléchir à sa raison d'être, de pouvoir la mettre dans les statuts, de pouvoir passer à entreprise à mission, c'est-à-dire d'avoir des objectifs clairs qui sont prioritaires par rapport à l'aspect financier d'une entreprise. Si en plus derrière, on a la capacité à pouvoir vraiment valoriser ça, alors je parle en termes quantitatifs, pas en termes de valeur financière, mais quantitatif, tout ce qui a été fait, ça veut dire que demain en plus on permette à ce que toute cette valorisation-là rentre dans la valeur intrinsèque financière de l'entreprise, on a tout gagné. Là, plein de gens vont faire la bascule. Si d'un coup ils se rendent compte que de réfléchir à l'environnement, de réfléchir à comment faire en sorte que les gens qui soient dans l'entreprise ou toutes les parties prenantes vont mieux, plus l'entreprise tourne, plus les parties prenantes vont mieux, et derrière on va avoir il y aura un vrai poids qui va faire que forcément ça va plus être une option quand on a un peu de temps, mais une obligation si on veut s'assurer la pérennité de l'entreprise. Est-ce que tu as d'autres choses à dire dans l'interview? Il y a une dernière chose que je voulais partager, c'est que malgré ce que je viens de dire, aujourd'hui la plupart des dirigeants, si on prend les chiffres officiels, il y a 80% des dirigeants qui veulent changer les choses. Par contre, il n'y en a que 20 qui mettent vraiment des choses en place. Et c'est pas que les autres ne veulent pas le faire, c'est simplement qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Moi, avec Eleonore et au contraire Consulting, notre but, c'est de faire de l'accompagnement. Parce que mettre la RSE en place dans l'entreprise, c'est du temps, c'est des connaissances, des compétences. Quand on a une PME, on ne les a pas forcément. Et souvent, on a besoin aussi de pouvoir prendre du recul par rapport à une situation. Donc, lorsqu'on sait que l'on veut faire quelque chose pour la planète, qu'on sait qu'on veut faire quelque chose pour les hommes, souvent on a besoin de quelqu'un en accompagnement parce qu'on ne regarde même pas ce qu'on fait bien. Et je ne connais pas d'entreprise qui ne font pas quelque chose de bien. Et c'est à partir de ce bien-là que l'on va pouvoir construire vraiment un chemin et des objectifs. C'est-à-dire vraiment y aller pas à pas. Et de se dire, quand je prends ça, ce qui est déjà fait, ce qui est l'entreprise, on va se passer un petit peu de temps avec tout le monde, comprendre ce que chacun cherche dans l'entreprise, ce que représente l'entreprise. Et là, je ne suis pas que sur l'entreprise elle-même, mais aussi sur ses parties prenantes. C'est de se dire, avec tout ce monde-là, toutes ces envies-là, toutes ces compétences-là, ces connaissances, comment on est capable de construire un chemin vers lequel l'entreprise va aller, qui va améliorer les choses telles qu'elle veut le faire sur cette partie environnementale et humaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise des outils d'intelligence collective, on utilise certains outils de méthode agile qui permettent justement de pouvoir mettre en lien les personnes et de pouvoir mettre en place toute une organisation, j'allais dire politique, mais toute une organisation, tout un ensemble d'outils qui vont permettre à ce qu'au fur et à mesure, cette nouvelle identité se mette en place,
soit connu, reconnu au sein de l'entreprise, que ce soit de la part des dirigeants et de la part des salariés, mais que ce soit aussi comment dire, un vrai moyen de communiquer avec ses parties prenantes, avec de futurs clients, avec d'autres personnes qui sont liées à cet écosystème ou même plus large, en montrant que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire. Et la difficulté, c'est que la RSE, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle. On n'a pas de modèle défini pour comment faire de la RSE en entreprise. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est un peu comme mes régimes alimentaires, c'est-à-dire qu'il y en a plein et on ne sait plus comment prendre c'est quoi le bon régime pour soi. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des volontés. Donc, s'il n'y a pas de modèle de RSE, par contre, on sait vers où on veut aller. La seule chose, c'est comment on fait et comment on peut y aller tranquillement. Et ça, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire seul. Et donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir le faire. On a des expériences relativement variées là-dedans. Et je me rends compte que ce qui est le plus important dedans, c'est même pas tant ce qui a été mis en place vraiment en termes d'outils ou de choses qui sont faites par l'entreprise, c'était surtout de faire travailler les gens ensemble. Et à partir de ce moment-là, quand on voit qu'on est capable de comprendre les gens, de les mettre ensemble, de leur permettre de s'exprimer, de pouvoir réfléchir ensemble, on se rend compte que cette petite rivière qu'on voulait mettre en place, en final, on peut faire soit des grands fleuves, soit des grands océans. Et souvent, et là, je peux me le renvoyer aussi au travers de tout ce que j'ai pu vivre, et même encore aujourd'hui. Donc, je sais faire appel à quelqu'un d'autre quand j'arrive dans ce moment-là, qui est de dire j'ai peur que ce soit trop pour eux, qu'on n'y arrive pas. En fait, le dirigeant, et en tant que dirigeant, on est nous-mêmes nos propres freins. Et maintenant que je sais que j'ai mes limites, donc dès que je sais que je commence à arriver à ces limites-là, je sais appeler quelqu'un d'autre. Et à côté, je sais qu'il y a plein de dirigeants qui ne voient pas leurs limites, qui ne s'en rendent pas compte et qui ne savent pas appeler. Et si on arrivait simplement à ça, ça serait vraiment une grande avancée. Moi j'adorerais me retrouver avec tous ces dirigeants qui commencent à ouvrir les chakras et font confiance aux personnes qu'ils ont autour d'eux. Si les personnes sont dans l'entreprise, il y a une bonne raison. Je ne dis pas qu'on est à 100% vertueux, mais je connais peu d'entreprises où les gens viennent parce qu'ils souffrent, parce que c'est trop dur, parce que ça existe. Mais il faut savoir accompagner ces personnes-là. Il y a aussi des gens qui ne savent pas sortir de ce système. Le mot de conclusion que j'aurai, et c'est un peu le combat que j'ai là, c'est d'essayer de sortir de ces grands dogmes liés à il faut faire ci, il faut faire ça. On utilise plein de grands mots qui à la fin, même moi, commencent à m'énerver parce que c'est utilisé, surutilisé. Et juste de commencer à faire les choses, de faire un premier pas, aussi anodin qu'il soit. Des fois, c'est simplement arrêter d'imprimer des feuilles, mais ça veut dire que quelque part, si je commence à le faire et si je commence à montrer aux autres de le faire, on peut aller plus loin. Et de se dire que chaque petit pas que l'on fait, oui, ça ne correspond pas à ce qu'on trouve dans les journaux, mais les journaux, ça n'est qu'un pourcentage infinitésimal de ce qui se passe réellement dans la vraie vie, mais que chaque chose que l'on fait, en fait, il faut justement être fier qu'on le fasse. Et après, c'est de voir comment on est capable de faire l'étape d'après. Seul, avec d'autres personnes, mais juste d'accepter que je fais un truc, je l'ai fait. Et comme on dit, ce qu'il y a à faire, c'est plus à faire. Donc voilà, ce dernier mot, c'est simplement arrêter de se dire il faut que j'arrive à un tel niveau, qui souvent sont ceux que l'on voit. Je veux dire qu'on a une espèce d'Instagram de la RSE où on voit des entreprises absolument affolantes, mais ces entreprises absolument incroyables sont comme les autres, elles ont leur face sombre qu'elles ne me montreront jamais, et que si elles arrivent à un tel niveau, elles sont passées par plein d'étapes dans lesquelles elles ont commencé, elles ont essayé, elles se sont cassées les dents, elles ont recommencé, elles ont réussi à trouver quelque chose, se sont fait accompagner, elles ont évolué et elles ont grandi avec tout ce qui s'est passé. Et il faut voilà, c'est juste rentrer, faire ce premier pas, ce premier chemin. L'Everest, ça ne se fait pas d'un bond, ça se fait quand on est bon peut-être une semaine, quand on est moins bon, ça doit être au moins un mois. Et ça prendra un mois, ça prendra un an, 2 ans. Moi, ça fait aujourd'hui, je pense avoir quand même un certain niveau d'expertise. Ça fait 3 ans que je suis vraiment rentré sur l'économie de la fonctionnalité,
vraiment avoir impliqué toute l'équipe. Je ne suis pas encore arrivé au bout et je ne sais même pas si j'y arriverai au bout un jour. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'on peut aller encore plus loin. Et qu'en fait, le modèle, on a réfléchi par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque et que maintenant, on remet ça en cause parce que on voit il y a d'autres choses qui arrivent, ça implique. Et donc, au final, c'est le chemin en lui-même, il est… je sais pas si j'arriverai à avoir le bout. Mais si les gens peuvent commencer juste à se dire, ouais, je peux faire un truc, quoi. C'est pas changer la boîte demain, c'est juste déjà faire un premier pas. Si tout le monde le fait, là, je serais vraiment heureux. Alain, je te remercie pour ton courage, ta détermination, ton engagement et aussi pour ce temps que tu as pu consacrer à la chaîne Agir pour changer le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce donc en bas à droite de la vidéo pour aussi soutenir la chaîne Agir pour changer le monde. Et donc je vous dis à très bientôt à l'occasion d'une autre interview avec un autre acteur qui change de modèle économique. À bientôt Alain. À bientôt. Je te remercie Angélique pour ce moment et pour la promotion de ces nouveaux modèles économiques. À bientôt. Au revoir. Au revoir.